Nous n'avons pas oublié, mais c'est un rapport que nous attendons jusqu'à présent. En tout cas, nous n'avons pas encore reçu d'informations que quelque chose soit sorti de cela. À Zéro-Corée, on sait qu'il y a eu un drame. C'était le 1er décembre. Lorsque vous comparez ce que dit l'autorité officielle, ce que disent les différents organes, la bonne gouvernance, ça passe aussi par la transparence dans la façon de faire les choses. Les Guinéens ont besoin de savoir qu'est-ce qui est sorti de l'enquête, n'est-ce pas, sur le drame de Zéro-Corée. Qu'est-ce qui s'est passé? Combien il y a eu de personnes tuées qui menacent la paix? C'est le 2 poids, 2 mesures dans notre pays. Il faut rappeler pour l'histoire que le Premier ministre actuel était lui le président de la commission d'organisation de la manifestation qui a endeuillé le peuple de Guinée. C'était le 28 septembre 2020. On l'a même vu durant le procès témoigner. Ces agendas sont à peu près similaires parce que quand il s'agit de la lutte contre le détournement, la gabegie financière, le capitaine Dadis en a été également un grand artisan. Quand il est venu, comme le président Doumbouya, il a promis qu'il ne serait candidat à aucune élection. Et j'avoue que, en tant que capitaine Moussa Dadis Camara et le général Mamadi, pour nous au PL, il n'y a aucune différence. Ce sont des frères guinéens qui ont tous choisi de servir notre pays sous le drapeau. L'un est venu, il n'a fait que menacer. Il a dit, vous les politiques, si vous êtes trop pressés, nous sommes aussi des Guinéens, nous pouvons enlever nos tenues et être candidats. C'est ce qui a mis le feu aux poudres. Par après, sous les applaudissements et de la communauté internationale et des forces vives de Guinée, on a intenté à sa vie. S'il est vivant aujourd'hui, c'est le fait de Dieu. Il a fait face à la justice de son pays. On a tous suivi le procès. On ne peut pas ne pas se rappeler de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire lorsqu'on a enlevé Gbagbo avec force pour installer Ouattara. Il y a eu beaucoup de morts. Comme Dadis, Gbagbo aussi avait été accusé. Accusé de tous les maux. Il a fait près d'une dizaine d'années de prison à La Haye. Mais il a été acquitté faute de preuves. Lorsque nous écoutons, nous réécoutons très attentivement ce qu'a dit le président du tribunal de première instance le jour des sentences, nous n'avons pas entendu, à moins que je me trompe, à moins que cela m'ait échappé, de preuves tangibles que Dadis avait donné l'ordre. C'est ce qui a expliqué peut-être, pour ceux qui sont maîtres en la matière, la requalification pendant le procès des chefs d'accusation, et donc il est condamné pour responsabilité de commandement. Autrement dit, il est condamné parce qu'il était le chef de l'État. J'invite personnellement le Premier ministre, pendant qu'il est en Zéro-Corée, qu'il prenne la parole, parce que nous pensons que ce voyage-là, comme ce qu'on vient de vivre à Cancan,
c'est une sorte de campagne pour une candidature qui n'a pas encore été affirmée. Et nous, au BR, nous continuons à donner le bénéfice du doute au général Mamadi Doumbouya. Il est un soldat qui a choisi de servir notre pays sous le drapeau. Nous sommes en Afrique. La parole donnée est importante. Il doit la respecter. Mais aujourd'hui, on peut se poser la question d'où vient l'argent qui est en train d'être utilisé. Où sont les procureurs pour faire des commissions, pour mettre en place des commissions d'enquête? Où se trouve le CNT qui peut engager une enquête parlementaire sur l'origine des fonds qui donnent aujourd'hui des voitures sorties d'usine à ceux qui sont à la tête des mouvements pour la promotion de la candidature de général Mamadi Doumbouya. J'ai fait, pour faire une comparaison, un appel à celui qui, il y a quelques années, a joué le rôle que joue aujourd'hui Makadera. Lui, il s'appelle Ali Kansori Mane. Il était à la tête du mouvement Dadis doit rester. Je l'ai titillé, j'ai posé la question, est-ce que vous avez mérité une voiture? Il a dit, même pas une bicyclette. Le peuple doit le savoir. Parce qu'un jour, on devra se poser la question, ces fonds qui sont en train d'être utilisés, comme je viens de le dire, qui auraient pu être mieux utilisés en reconstruisant les écoles qui sont en lambeaux. Il vous souviendra, vous, de la presse, qu'au cours de mes voyages, à la sortie de Gawal, de la ville de Gawal, j'ai trouvé une école qui était un don de la coopération japonaise. Cette école qui était dans un état lamentable. Il n'y avait pas de toit. Pendant 4 ans, les enfants n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. C'est un SOS que j'ai personnellement fait pour mobiliser les fonds et rénover l'école de Kayem. C'est pourquoi c'est avec un cœur meurtri que nous voyons des sommes colossales qui disparaissent dans nos caisses, des sommes colossales qui sont mobilisées pour faire des marches par-ci ou par-là, alors que nous avons aujourd'hui nos enfants qui n'attendent que d'avoir une école représentative avec des enseignants bien formés. C'est pourquoi je dis, M. Bahouri étant membre de l'équipe gouvernementale, en tant que chef de cette équipe gouvernementale, qui est impliqué dans la promotion de la candidature du général, il doit clairement demander pardon à M. Dadis Camara. Parce que c'est lui qui était à la tête de la commission qui a organisé la manifestation du 28 septembre 2009. Aujourd'hui, la manifestation du 28 septembre 2009 a fait que une page importante de l'histoire de notre pays a été hypothéquée. Parce que tapez aujourd'hui sur Google, le 28 septembre, on vous parlera des événements de 2009. On ne vous parlera pas du choix historique du peuple de Guinée, de la liberté, à l'intégration à la communauté française. Donc, ce pardon-là, il le doit à Dadis. Nous continuons à espérer que la justice va faire mieux que simplement rappeler que quelqu'un était dans le fauteuil, donc il est condamnable parce qu'il était dans le fauteuil. Puisqu'il y a un appel par rapport à la condamnation en première instance, nous espérons que la justice guinéenne va dire le droit.
De même que nous cherchons avec beaucoup d'insistance la justice pour les 156 personnes qui ont été tuées, des femmes qui ont été violées le 28 septembre, en matière de procédure pénale, mieux vaut avoir un coupable qui s'en va libre que d'avoir un innocent condamné. Il faut qu'on aille plus loin. On nous a parlé en Guinée de fausses communes. Il n'y a pas eu de voyage judiciaire pour vérifier. Non, nous ne sommes pas des enfants, nous les Guinéens. Nous n'avons pas peur de la vérité. Nous voulons la connaître. Parce que si nous connaissons la vérité, ça peut nous apaiser. Mais il y a eu beaucoup de zones d'ombre qu'on a laissées. Et pour venir dire, on condamne monsieur tel, monsieur tel, monsieur tel, pour responsabilité de commandement. Si la haie avait fait autant que le tribunal de première instance de Dixine, eh bien Gbagbo serait encore en prison aujourd'hui. Mais oui, il est libre. Et il pourrait même être candidat. Il est important que ce dossier soit traité avec beaucoup de sérieux. Et qu'on aille plus loin. J'ai évoqué, n'est-ce pas, les crimes qu'on a enregistrés sous les 11 ans du professeur Alpha Condé. Nous avons besoin de savoir qui a donné l'ordre de tirer sur les nombreux jeunes qui ne sont plus de ce monde aujourd'hui. Ça doit être sanctionné. Si nous voulons tourner la page définitivement à l'impunité, il faut que cela soit. Même sous le CNRD, il y a eu des morts. Des commissions d'enquête qui ont été annoncées, nous n'avons pas encore entendu parler des résultats. Nous les attendons avec beaucoup d'intérêt. Avec beaucoup d'intérêt. Parce que nous croyons que la seule différence entre le général Mamadi Doumbouya et le capitaine Moussa Dadis Camara, c'est qu'on se souvient du temps du capitaine Moussa Dadis Camara, quand il a dit que la Guinée ne était pas une préfecture de la France. Cette affirmation-là, il y a beaucoup de nos ancêtres qui ne sont plus de ce monde qui applaudiraient. Je pense par exemple à Alma Messa Mori Touré, qui est mort au Gabon en déportation. Je pense par exemple à Alpha Yaya Diallo, qui est mort en Mauritanie en déportation. Je pense à Tchendena Dembadouno, exécuté publiquement à Gekedou par le colon. Je pense au président Ahmed Sékou Touré, paix à son nom. Je pense à Lansana Beyamobi, Kambakala Traoré, Safoulé Gallo, qui se sont battus pour l'indépendance de notre pays et qui ont payé. Le peuple de Guinée a payé très cher les 26 années suite à notre indépendance. Ceux-là applaudiraient effectivement qu'il soit rappelé que la Guinée n'était pas une préfecture ou une sous-préfecture de la France. Aujourd'hui, est-ce la seule différence entre le capitaine Moussa Dadis Camara, c'est lui avoir commis ce crime, lèse-majesté, et le président Mamadi Doumbouya qui a le soutien de la France. Est-ce que c'est la seule différence? Je crois que nous devons y penser. Parce que dans ma langue ici, il y a un proverbe qui dit
Avana Kebo Loao, tu pas l'homme de l'Inde, je vais vous traduire ça. Quelqu'un qui a été mordu par un serpent. Quand il voit la queue d'un lézard, il va trembler. Quelqu'un qui a été mordu par le serpent. Quand il voit la queue d'un lézard, il va trembler. Donc, il est extrêmement important que nous, Guinéens, nous nous posions de bonnes questions aujourd'hui. Parce que c'est comme si, à des moments critiques de l'histoire de notre pays, nous cessons de réfléchir. On est pris dans un tourbillon de mouvements qui nous empêchent d'aborder les questions avec profondeur. C'est une question de principe en ce qui nous concerne. Il est malheureusement enregistré dans notre pays, dans l'histoire de notre pays, qu'un soldat arrivé par coup d'État a été chassé par les forces vives, on a intenté à sa vie et il est en prison. Tenant compte de cela, j'insiste auprès du président Mamadi Doumbouya. Parce que ce qu'il dira sera beaucoup plus une menace à l'unité et à la paix quand c'est par exemple, oui, je serai candidat. Avant lui, le rôle que joue le général Camara aujourd'hui, il y a un autre colonel qui l'avait joué. Lui, il s'appelait Moussa Keïta. Il n'est pas à la maison centrale. Le rôle que joue Mombo Makanera, il y a quelqu'un qui a joué ce rôle aussi. Ali Kansouri Mane. Il n'est pas à la maison centrale. Il est extrêmement important que nous sachions que ce qui est une menace à la paix et à l'unité dans notre pays, c'est le système dans lequel nous sommes, qui est en place depuis très longtemps. Ce système qui ne sait produire que des inégalités. Oui, des inégalités parce que lorsque nous voyons, malgré l'insistance du CNRD de lutter contre la gabegie financière, tous les mois, on est écraboussé par des scandales. Les plus récents, c'est les douaniers. Les plus récents, c'est la Direction nationale des impôts. Les plus récents, c'est la Banque centrale. Et il paraît, selon vous, les médias, que pour celui de la Banque centrale, on aurait réglé le problème à l'amiable. Non. Ce genre de problème ne se règle pas à l'amiable. Ça se règle dans une procédure bien menée. Parce que le peuple de Guinée mérite de savoir où va son argent. Trop de scandales continuent à écrabousser ce peuple. Trop de milliards sont en train de sortir, se volatiliser, alors que ces milliards auraient pu résoudre pas mal de problèmes. Depuis l'arrivée du CNRD, la dette intérieure comme la dette extérieure sont à la hausse. Et je ne vois pas encore l'argent qui est ainsi emprunté, comment est-il en train d'être investi pour nous permettre de créer la richesse. Parce que lorsqu'on emprunte pour mettre dans la marmite, on va continuer à emprunter parce que le ventre, même si vous avez mangé jusqu'à 0 heure, vous êtes rassasié jusqu'à 0 heure. À 9 heures le matin, si vous n'avez pas mangé, le ventre va réclamer. C'est pourquoi on n'emprunte pas l'argent pour mettre dans la marmite. On l'emprunte pour l'investir. Seuls les gouvernements d'Afrique empruntent l'argent pour mettre dans la marmite et non pour investir dans les secteurs qui peuvent produire la richesse. Ces secteurs-là, ils sont nombreux en Guinée. L'agriculture, par exemple.
l'industrie par exemple. En venant ici ce matin, j'ai regardé une vidéo d'une dame que certains d'entre vous connaissent, Nathalie Dian, qui a parlé de comment les richesses africaines sont en train de disparaître. L'exemple qu'il a pris du pétrole congolais, du pétrole gabonais, on peut l'assimiler à la disparition de notre bauxite en Guinée. Parce que comme au Congo, en Guinée, on ne connaît pas la quantité de bauxite qui sort chaque année. On ne connaît pas. Il n'y a aucune étape de la chaîne qui est maîtrisée par les Guinéens. C'est pourquoi au BL, nous croyons comme fer que tant aussi longtemps qu'on ne créera pas une bonne gouvernance pour construire la confiance des Guinéens à investir dans leur avenir, les mines, c'est un mensonge. Et c'est pour cette raison que j'insisterai sur le grand projet qui aujourd'hui est devenu, est en train de tourner la tête à beaucoup de Guinéens. Et nous fait rêver que demain, après-demain, nous deviendrons tous des milliardaires. On l'appelle, paraît-il, Simandou de Meka. Oui, nous savons faire la différence entre un projet et un programme. Et nous comprenons bien ces concepts, mais nous voulons la clarité de ça. Parce que nous savons les exemples de la sous-région. Le Nimba, nous l'avions en partage avec le Libéria et la Sierra Leone, et la Côte d'Ivoire. Lorsque, au sommet des CEO à Kigali, l'année dernière, le président actuel du Libéria a pris la parole, il a rappelé que le Libéria a déjà exploité jusqu'au dernier gramme du fer sur Nimba. Allez au Libéria, la population libérienne n'a pas encore de l'eau potable. La population libérienne n'a pas encore d'école digne de ce nom, d'hôpitaux dignes de ce nom. Et les leaders libériens, comme ceux de la Guinée, vont encore en France ou aux États-Unis pour se traiter. Donc on ne peut plus nous tromper là-dessus. On ne peut plus nous tromper là-dessus. Parce qu'il y a de bons exemples qui ont commencé à émerger sur le continent africain. Parce qu'au cours du même sommet des CEO à Kigali, j'ai écouté 3 grandes compagnies pétrolières, ExxonMobil, Total Energy et Shell, qui exploitaient le pétrole nigérien depuis des décennies, mais qui préféraient raffiner le pétrole nigérien ailleurs en Europe ou en Amérique. Grâce au passage aux affaires des visionnaires, des patriotes, on a d'un côté aujourd'hui au Nigeria. C'est un exemple que nous devons prendre par rapport à nos mines en Guinée. C'est vrai, on a fait venir d'un côté, mais je ne sais pas si les explications qu'il a données peuvent être bien comprises. Parce que d'un côté, il n'y a pas de fonds étrangers. C'est des fonds nigérians. Tant qu'on n'emboîtera pas le pas à ces pays-là, nous n'irons nulle part. Ceci donc pour dire qu'on doit cesser de reproduire les mêmes erreurs et attendre des résultats différents. J'avais beaucoup espéré du Premier ministre Baou. Si j'exprime ma déception, c'est parce que j'attendais beaucoup de lui. C'est pourquoi je suis beaucoup déçu. C'est pourquoi je lui exige, n'est-ce pas, qu'il dise pardon. Parce qu'il y a des questions sur lesquelles il ne devait pas avoir même une minute de réflexion. Il devait trancher et tout de suite. Après avoir été président du comité d'organisation de la manifestation du 28 septembre 2009, il ne peut pas jouer avec l'idée qu'on peut faire en sorte que les Guinéens emboîtent le pas à Alpha Condé
comme Alpha Condé a dit aux Guinéens que ce sont les femmes de Avaria qui avaient payé sa caution, qu'on peut, à travers les marches pour l'unité ou pour la paix, convaincre les Guinéens que ce n'est pas, si Mamadi Doumbouya dit demain qu'il est candidat, que ce n'est pas lui qui voulait être candidat, que ce sont les Guinéens qui le lui ont demandé. Nous disons au BR haut et fort que Mamadi respecte sa parole. Il respecte sa parole avec beaucoup de respect que nous lui devons. S'il lève la main pour dire qu'il est candidat, cela va beaucoup plus menacer la paix et l'unité de ce pays que s'il respecte sa parole. Quel que soit l'habillage qu'on va faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup, je ne devais pas m'offusquer que le CNRD soit tellement riche de pouvoir donner des véhicules aux patriarches du Sud, d'où je suis originaire. Mais j'ai dit à nos doyens, ce n'est pas l'éducation que vous nous avez donnée. Ce que vous nous avez donné comme éducation, c'est que si nous voulons quelque chose, on travaille pour ça. On travaille dur pour ça. Et donc, si on vous distribue de l'argent, je n'ai rien à vous dire par rapport à cela. Mais si vous prenez, ne comptez pas que ce que vous allez demander, la jeunesse de la région forestière va suivre. Parce qu'elle est suffisamment éclairée. Comme la jeunesse du Fouta, comme la jeunesse de la Haute-Guinée, comme la jeunesse de la Basse-Côte, ils n'accepteront plus les mêmes clichés, les mêmes méthodes qui ont retardé ce pays. Je terminerai par une chose. Une des raisons objectives, quand je dis que la candidature de Doumbouya sera clairement une menace à l'unité et à la paix. Nous avons une tradition de parti-État dans notre pays. Pour vous qui êtes là, il n'y en a pas beaucoup qui ont vécu le parti-État. Moi, j'étais petit quand il y avait parti-État. C'est-à-dire pendant le PDG, RDA, le parti était confondu à l'État. Ce qui fait que quand on est directeur national des impôts, dans un parti-État, on est militant du parti au pouvoir. Quand on est préfet à Mali et Mbérin, on se sent obligé de faire quelque chose pour celui qui nous a nommés. Il y a un proverbe qui dit on a vu le Sénégal. Il n'y a pas de CENI au Sénégal. Au Sénégal, c'est le ministère de l'administration du territoire qui organise les élections. Mais on se rappelle aussi que les élections organisées par les ministres nommés par les présidents, on a vu ces présidents-là perdre les élections en faveur de leurs opposants. Le dernier cas en date, c'est le premier ministre de Ouad qui a mordu la poussière devant ses propres prisonniers. Il a été habile de les libérer quelques semaines avant. Sinon, c'est de la prison qu'on aurait sorti Diomaye Faye et Sonko pour aller au palais. Mais dans notre pays, ce n'est pas cela. Parce que le fait simplement que quelques hommes autour du général Mamadi Doumbouya ont commencé à dire que Mamadi sera leur candidat, tenir une réunion pour un parti d'opposition à l'intérieur du pays aujourd'hui, même dans votre chambre, vous êtes menacés. Vous êtes menacés. Et on croit donc que c'est comme ça qu'on va construire la démocratie, on va construire la paix. Non, non, non. Nous avions beaucoup cru. Parce que nous avions pensé qu'avec la promesse de ne pas être candidat, qu'aucun membre du CNRD ne serait candidat, qu'aucun membre du gouvernement ou du CNT ne serait candidat,
On a pensé que c'était l'occasion de construire de façon solide les institutions. Mais aujourd'hui, on a même oublié que le CNRD avait un agenda en arrivant. En tout cas, moi, je ne sais plus ce qu'on fait. On est perdu. C'est pourquoi la candidature du général Mamadi Doumbouya sera beaucoup plus le facteur qui va menacer la paix et l'unité du pays que les marches à Kankan. À Kankan, il n'y a pas de problème entre les enfants de Nabaya. Il n'y en a pas. Il n'y a que des bandits qui violent les enfants qu'on n'arrive pas à mettre au pas. C'est ce que le CNRD devait faire. Lutter contre le grand banditisme, l'insécurité qui est galopante, qui endeuille les Guinéens tous les jours. Il n'y a pas de paix menacée à Kankan, ni à Mandiana, encore moins à Zéro Corée, ou à Labé, ou ailleurs. Il faut qu'on arrête de nous mentir dans ce pays. J'ai vu des pays qui se sont développés même après une guerre. On se rappelle de la Première et Deuxième Guerre mondiale, qui avait complètement détruit l'Europe. Aujourd'hui, nos enfants meurent dans la Méditerranée pour aller en Europe. Mais je n'ai encore rencontré aucun pays dans le monde où les gens mentent le matin, à midi et le soir, qui se soit développé. Or, en Guinée, j'ai l'impression que, après les religions que nous adorons tant, et peut-être le football, la troisième chose que nous faisons beaucoup, c'est des mensonges. Il faut qu'on en sorte. Le BL s'est formé, c'est pour lutter contre ça. Depuis que nous sommes arrivés, vous pouvez revoir. Notre discours est clean. Nous n'insultons personne, mais nous disons la vérité aux gens. Et cette vérité-là, tant que Dieu nous donne à vivre, nous continuerons à la dire. Car c'est elle seule qui peut nous sortir du marasme économique dans lequel nous sommes. Parce que tant aussi longtemps que les marchés publics continueront d'être donnés de choses entre cousins, entre neveux. Parce qu'il suffit d'être ministre en Guinée. Le lendemain, tu fais créer 1, 2, 3 entreprises à tes neveux. Toute la commande publique de ton département, tu files ça sous la table. C'est le coutou guinéen. Nous allons mettre fin à ça. Le CNRD n'a pas été capable. Parce que c'est la même chose qui continue de se faire. Et plus que tout, il y a quelque chose que le CNRD a fait qui va nous suivre encore très longtemps. On avait trouvé déjà beaucoup de problèmes dans l'éducation. Mais le fait qu'un rapport de l'inspecteur d'État ait mentionné que sur un échantillon de 1000 fonctionnaires haut percés, il y a 360 qui ont fabriqué leur diplôme eux-mêmes. Eh bien, il est difficile de convaincre un jeune qui fait le certificat d'entrée en 7e que frauder, ce n'est pas une valeur.